Un compagnonnage dans une vie d'éditeur, c'est important. Et peut-être que tu vas dire, ou pas d'ailleurs, que dans cette vie de photographe, ça l'est autant. Et ce que j'avais envie de faire tout simplement, c'était de reparcourir, je crois qu'il manque peut-être un livre qui était là et que quelqu'un a acheté, mais de reparcourir cette œuvre complète en essayant à la fois de vous raconter le travail de Franck et puis peut-être à chaque fois d'essayer de soulever à travers ces publications des questions, des problématiques qui peuvent être liées aussi à comment, quand on est photographe, on produit son sujet, quelle est la place d'un livre dans la panoplie, je dirais, des photographes contemporains aujourd'hui, etc. On commence par un livre que j'aime beaucoup, je crois que c'est vraiment un des premiers livres du Bec en l'air, qui s'appelle Néo-ruraux, vivre autrement, en sous-titre, et qui date de 2022. Qui est un livre qui parle, donc son titre l'indique, des néo-ruraux, et qui a été, je pense, et qui continue d'être pour Franck assez déterminant. Je parlais de compagnonnage, mais en refeuilletant tout à l'heure, je me disais qu'il y avait des gens ici photographiés avec qui tu entretiens toujours des relations suivies, tu as continué à photographier, etc. Ça se passe, c'est un livre qui est important aussi pour nous parce qu'il correspond, le Bec en l'air, à 25 ou 26 ans, je crois maintenant, et ça correspond pour nous à notre ancrage premier qui était à Manosque, une petite ville des Alpes de Haute-Provence, et ce travail a été fait à côté, à Fort-Calquier, donc on est vraiment dans la Haute-Provence, ou comme dans les Cévennes et d'autres régions en France, il y a ce qu'on appelle les néo-ruraux, donc ces gens arrivés dans les années 70 et qui, le titre l'indique, vivent autrement. Peut-être tu peux nous dire, Franck, pour commencer, comment justement tu as rencontré ces gens, ces communautés, et comment, voilà, c'est une série qui est quand même assez fondatrice aussi de ton travail, tout en noir et blanc. Voilà, je te laisse en dire quelques mots. Merci. Juste pour revenir par rapport à tes propos précédents, effectivement, si pour une maison d'édition, suivre un auteur, c'est important. Pour un auteur, être accompagné par une maison d'édition, bonjour, mais tout autant. Et cette relation avec toi, avec le Bec en l'air, a été pour moi très très importante dans ma jeune carrière de photographe. Mais en tout cas, voilà, c'était pour moi toujours un plaisir d'éditer un livre au Bec en l'air et d'avoir ce regard bienveillant de l'éditrice, de la maison d'édition, sur les sujets que je peux te proposer, et de savoir si ça vaut le coup ou pas le coup d'en faire un livre. Et comment le construire, et à partir de là, une fois que la décision a été prise de construire le livre, il y a toute la question de la mise en page, de la taille du livre, du choix du papier, et tout ça, on rentre après forcément dans des choix qui vont de plus en plus s'affiner pour obtenir un objet le plus proche de la thématique qui va être abordée, et comment tout cela s'entremêle pour l'offrir au public dans les meilleures conditions. Oui, sachant que ce que moi je remarque, c'est que, et ce que je dis souvent aux photographes, c'est que finalement toutes les séries ne font pas forcément des livres, ça j'en suis maintenant persuadée, et surtout parfois les photos qui vont être montrées d'une certaine manière au mur pour l'exposition ne vont pas trouver dans le livre finalement le même fil conducteur. Il y a des photos qui ne marcheront pas accrochées au mur et qui dans un livre vont créer une transition entre deux photos, vont être perçues, vont trouver leur place dans le livre alors qu'elles ne vont pas trouver la place au mur, et l'inverse. Ouais. Et il y a autre chose pour moi aussi que je dis souvent aux photographes, qui est pas une phrase très, très gaie, je suis désolée de la sortir comme ça d'emblée au début de cette rencontre, mais que un livre, c'est quand même aussi un travail de deuil, quoi. Ouais. Parce que, et on a souvent eu cette conversation, surtout pour des photographes comme Franck, qui travaillent pendant des mois, voire des années, on va le voir, sur des sujets, et qui arrivent effectivement avec énormément de photos, et avec certaines photos pour lesquelles parfois il a fallu du temps,
du temps parce qu'il fallait guetter une bonne lumière, ou du temps parce qu'il fallait une autorisation, ou simplement du temps parce qu'il fallait rentrer en contact avec la personne et établir avec elle une relation de confiance pour pouvoir la photographier, etc. Et parfois on ne sait pas pourquoi, ou en tout cas après 25 ans de métier, je commence un peu plus à savoir pourquoi, mais parfois justement ces photos ne rentrent pas dans la narration, et c'est quelque chose d'assez particulier. Et je dirais que dans notre relation au fil des livres, elle a évolué aussi comme ça, où forcément on gagne du temps maintenant sur ces petites, discussions autour de est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on la garde pas. Ce question, c'est qu'il n'y a jamais rien imposé, c'est toujours une discussion, c'est toujours quelque chose qui se débat. Ça, c'est toujours bien. Après, forcément, une image qui est refusée, ou qui va être, disons, un peu moins choisie pour en faire. Et Marseille en force. Pour la photo, parce qu'au foot, c'est pas vrai. Ça fait plaisir de voir des Marseillaises, des Parisiens bien sûr, hein, merci. Des gens, quoi, tout simplement. J'ai Jean Ratani, qui est l'auteur de Moscou, un des auteurs du texte. Et donc forcément, ces questions de choix, forcément le photographe, quand il a une photo qui lui plaît, qui a été discutée pour la mettre, pour la sortir de la série, elle revient par un autre biais, on va dire par la fenêtre, et puis quand elle repart par la fenêtre, on va essayer de la faire rentrer par la petite lucarne des toilettes. On va essayer de trouver des astuces pour essayer de faire venir cette photo, et puis jusqu'au moment où forcément cette photographie n'est pas essentielle et on va l'enlever. Si tu regardes ce livre aujourd'hui, 22 ans après, tu te dis que tu le referais de la même manière? Alors, Néo-Ruraux, effectivement, c'est une aventure qui s'est menée avec deux ethnologues de l'école d'études en sciences sociales. Bon, c'est une école par laquelle je suis passé un temps, avec qui j'ai travaillé sur l'anthropologie visuelle, bref, avec des anthropologues africanistes. Donc j'ai eu un financement par l'intermédiaire du laboratoire de recherche, le CHADIC, pour aller sur leur terrain de recherche. Et puis, on avait fait une exposition à la Vieille Charité à Marseille sur cette restitution, c'était sur les changements religieux en Afrique de l'Ouest. Et l'ethnologue de la DRAC, à l'époque à la DRAC il y avait un ethnologue, avait vu cette exposition et il nous avait dit, il nous avait convoqué dans son bureau à Aix-en-Provence et il nous avait dit, moi j'ai adoré votre dispositif, cette relation photographe, ethnologue, ce regard sensible et ce regard plus scientifique, enfin voilà, tout ce que ça peut engendrer comme débat de cette rencontre entre scientifique et artiste. Et il nous avait demandé si on voulait travailler sur, alors il ne pouvait pas nous financer un terrain sur l'Afrique, mais il nous avait dit, voilà, j'aimerais peut-être que vous réfléchissiez à un terrain sur la néo-ruralité avec ces individus un peu particuliers qui sont dans les Alpes de Haute-Provence et particulièrement qui inondent le marché de Forcalquier. Voilà, bon. C'est une population qui a fait revivre tout ce pays qui avait été dépeuplé à un moment donné. Et puis à partir des années 68-70, sont revenus nourrir les campagnes et proposer des alternatives autour de la nourriture, autour de l'éducation, autour de la santé, autour de différentes thématiques qu'on a développées avec les ethnologues et forcément qui apparaissent de cette manière-là dans le livre. Et ce livre a été fait en 2004 et en 2017, donc il a été présenté à Forcalquier dans 2 lieux,
une abbaye, l'abbaye du XIIe siècle qui s'appelle Salagon, qui est un endroit magnifique, ethno-botaniste, enfin bref. Et puis le garage Laurent, qui était le lieu des néo-ruraux. Juste en 2017, le musée de Salagon propose une nouvelle exposition autour des migrations dans le pays de Forcalquier, donc depuis les colporteurs italiens qui étaient venus dans les Basses-Alpes proposer différentes choses et puis qui se sont installés là. Et donc forcément, en passant par les néo-ruraux qui ont aussi leur histoire dans cet épisode de migration, jusqu'aux dernières migrations plus actuelles. Et donc, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait raconter. On n'allait pas refaire la même exposition qu'on avait fait quelques années plus tôt. Et puis, on s'est rappelé, on s'est demandé qu'est-ce que c'est qu'elle émigrer. Quels étaient les... Et effectivement, à l'époque, quand on a fait ce travail, ben, on parlait du bio, mais le bio n'était pas encore dans tous les supermarchés de la ville. Donc finalement, ce sont les idées qui étaient au service d'eux. Et là, ce qu'on sent dans le texte, dans la manière dont tu avais travaillé avec ces deux anthropologues, c'est vraiment l'acceptation que toi aussi, tu aies une écriture et une écriture d'auteur. Parce que pour moi, ce qui est intéressant dans ton travail, Franck, c'est vraiment là où tu te situes, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des préoccupations documentaires, on va le voir, hein, à chaque fois il y a un sujet, il y a une manière d'aborder ce sujet, il y a du travail, il y a des lectures, c'est particulièrement vrai sur Ulysse, mais aussi sur tous les autres travaux, et puis en même temps il y a l'affirmation d'un point de vue d'auteur qui fait que tu t'inscris dans ce qu'on appelle les nouvelles formes d'écriture documentaire. On n'est plus dans le photojournalisme, hein, on n'est plus forcément dans la photo qui veut faire preuve, etc., mais on est dans la photo qui veut faire récit. Et je trouve que voilà, en ça, ce livre reste important. On passe à ce qui est aussi un chef-d'œuvre. Mais en tout cas, une sacrée partie de ton travail. On est encore dans le sud-est et dans cette zone assez étonnante que vous connaissez peut-être, qui est l'étang de Berre, hein, qui est à côté de Marseille. Donc c'est Fos-sur-Mer, etc. Donc je crois que c'est l'une des endroits en Europe de concentration de Céveso. Donc voilà. Et en même temps, comme le sous-titre l'indique, paradoxe méditerranéen, on est dans un paradoxe parce qu'en même temps, c'est une nature, un écosystème, enfin voilà, un vivier incroyable. Donc on est à la fois sur les enjeux humains, sur les enjeux sociétaux avec la désindustrialisation, avec le corps, etc. Et puis les enjeux écologiques. C'est un livre qui est intéressant aussi parce que pour la première fois, il y a ce qui est aussi une caractéristique de Franck Pourcel, c'est à la fois des photographies en couleur, on voit autour de nous, et des photographies en noir et blanc, et une cohabitation. Et quand même, ils ne sont pas si nombreux les photographes qui pratiquent les deux. Alors toi, tu le pratiques non seulement avec cette différence de chromie, mais, et je trouve que c'est également visible, on en parlera dans Ulysse, il y a presque une différence aussi d'écriture. Et c'est peut-être là-dessus, on pourrait parler longuement de l'étang de Berre, on ne va peut-être pas faire une conférence là-dessus, mais par contre, sur cette question du noir et blanc et de la couleur, j'ai vraiment envie que tu nous parles de ça. Oui, bien sûr. Alors déjà, il faut être un peu plus riche parce qu'il faut avoir deux appareils à l'époque, donc c'est de la pellicule, donc forcément il y a l'appareil avec la pellicule en couleur et l'appareil avec la pellicule en noir et blanc. Et effectivement, ça nécessitait pour moi un changement de pratique, un changement presque de position, d'observation, en ayant en tête que pour moi j'étais parti un peu dans ce registre-là, que tout ce qui touchait à l'humain et à ses pratiques, c'était de l'ordre du noir et blanc, et on restait dans le geste, on restait dans les postures, on restait dans ce que caractérise l'humain dans son paysage, et puis justement toute la partie paysagère sans humain du coup, c'était plutôt de l'ordre de la couleur, et donc je me situais un peu de cette manière-là. Alors c'est vrai que La Petite Mer des Oubliés, c'est 10 ans d'enquête sur l'étang de Berre, des enquêtes qui ont été des travaux aussi de commande. Donc là-dessus, ça a été pour moi
le début de ma carrière de photographe, d'avoir cette commande-là. La première commande, ça a été justement sur le laboratoire de recherche en sciences sociales de Chadic, à la Décharité. C'était pour le ministère de l'écologie, je crois, sur une enquête sociologique sur 2 villes à haut risque, l'une pétrochimique, donc Martigues, et l'autre nucléaire, qui était Cherbourg. Donc il y a Anna Tané, qui est une des protagonistes du livre des néo-ruraux, faisait partie de cette équipe de sociologues qui enquêtait sur ces 2 villes. Et donc, j'ai photographié à Martigues, j'ai photographié à Cherbourg, et les questionnaires se basaient à partir des photographies. Alors, pour la petite anecdote, quand je photographiais une usine avec ces cheminées à Martigues qui fumaient forcément du crachat noir, forcément à Cherbourg, les gens disaient non, moi je ne pourrais jamais vivre dans un territoire pareil où l'air est pollué. Alors, forcément, le nucléaire, c'est complètement transparent. Et puis quand on montrait la même photo aux gens de Martigues, ils disaient ah ben voilà, là on est chez nous, enfin voilà, ça c'est notre fumée, ça c'est notre. Dès qu'on arrive sur notre territoire, on sait le reconnaître, rien que par l'odeur, on est chez nous. Donc voilà, donc tout ça, ça a été cette enquête, donc ça a été ma première mission sur l'étang de Berre, même si je le côtoyais depuis très longtemps, puisque je suis quand même originaire de cette région. Après, j'ai eu une commande du comité d'entreprise de CGT d'une raffinerie de pétrole. Après, j'ai eu une commande du musée d'archéologie sous-marine d'Istres pour un travail sur la pêche sur l'étang de Berre. Alors, aussi, pour la petite anecdote, c'est que quand j'en parlais à Marseille, je disais tu travailles sur quoi? Je disais je travaille sur les pêcheurs d'étang de Berre. Il n'y en a plus sur l'étang de Berre depuis longtemps, il n'y a plus de pêcheurs. Et au contraire, il y avait encore toute cette résistance de gens qui allaient pêcher. Alors, la pêche avait été interdite un temps, mais malgré tout, voilà, il y avait encore une activité, une grosse activité de pêche sur l'étang de Berre. Et aujourd'hui, le crabe bleu s'invite dans ces pêcheries, quoi. Le crabe bleu, c'est, vous savez, cette espèce qui envahit, qui vient des États-Unis, qui se met dans les ballastes des grands porte-conteneurs et qui vient après détruire un peu l'écosystème traditionnel de Méditerranée, particulièrement des temps de Berre. Il y a quelques photos voilà, qui sont des classiques de Franck Pourcel, hein. Je pense notamment à celle-ci qui est quand même, voilà. Il y en a une autre qui est là-bas en haut à gauche. Il y a, voilà. C'est un livre qui lui aussi, je trouve, reste très solide. Il y a un excellent texte aussi de Jean-Louis Fabiani, ouais, voilà, qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé aussi sur cette partie. Et puis il y a aussi, parler des gens et de l'humain, il y a cette attention aussi, cette photographie qui l'orne du côté de la photo sociale, quoi. Il y a tous ces travailleurs, il y a les gestes, il y a les corps au travail, les corps des pêcheurs, etc. Il y a ce goût aussi, malgré tout, pour les marges, voilà. Ouais, les gens qui vivent en caravane. Les gens qui vivent en caravane, voilà, qu'on trouve souvent dans tes... Voilà. Et puis il y a les photos, ces photos couleurs qui là sont plus finalement proches, qui sont carrément de la photo de paysage avec d'autres cadrages, des formats horizontaux. Enfin, vraiment ce mélange d'écriture, il est à la fois très, très risqué et chez toi très, très, très réussi. Et je pense qu'il n'est pas schizophrène en ce sens que tu sais, me semble-t-il, à chaque fois ce que tu cherches. Et j'ai l'impression que c'est très instinctif, cette manière de passer du noir et blanc à la couleur sans que ça soit une dualité ou un problème en toi. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est une question. Enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est devenu quelque chose qui est intégré à ta pratique, quoi. Instinctif ou intuitif, donc voilà, tout de suite j'arrive à... Après, peut-être que j'arrive aussi à me tromper, mais j'arrive à faire une différence entre les deux pratiques et bon, ça ne m'a pas posé de problème plus que ça. Je me suis adapté à cette manière de travailler et en me disant, ben là, voilà, j'ai une écriture comme ça, comme
parfois on se lève du pied droit et puis parfois on se lève du pied gauche. Je ne sais pas, en tout cas c'est une manière de me positionner et en enlevant un masque, en en mettant un autre, en me disant tiens là je suis plutôt dans ce registre-là et là je suis plutôt dans ce registre-là. Alors tu faisais référence à des photographies sociales, effectivement, donc quand on démarre des travaux, on a toujours aussi des photographes en référence, et sur les travailleurs de la mer, il y a toujours les travaux d'Anita Conti, enfin, il y en a toujours des photographes comme ça qui vous inspirent, qui vous donnent des clés aussi pour aller chercher des images et des points de vue. Malgré tout, il faut savoir s'en détacher et trouver son propre regard, et tout ce travail sur 10 ans m'a permis justement un peu de le conforter, en fait, ce regard, et de l'améliorer, de le tisser, de le renforcer pour en construire un sujet qui aujourd'hui continue de faire, entre guillemets, référence. On en parle souvent de ce travail. Cet été, là, j'ai travaillé pour la Commission nationale du débat public, justement sur cette idée de réindustrialisation de l'étang de Berre et le passage d'une 400 000 volts qui va traverser le parc de Camargue, le parc de Cros, donc tous ces espaces naturels. Donc forcément, il y a toute une montée de gens qui se plaignent de ce passage de cette grande, de ces grands panneaux d'électricité. Et en même temps, c'est aussi décarboner Fos et l'étang de Berre, donc de ne plus avoir ces fumées, mais faire marcher ArcelorMittal à l'électrique. Du coup, ça devient aussi intéressant. Donc j'ai participé avec la commission du débat public à une enquête, et donc j'en ai proposé un regard photographique qui m'a permis de revenir quelques années après sur ce territoire et d'en reproposer un travail. Et c'est toujours plaisant de revenir à un endroit que l'on a côtoyé pendant des mois et des années, et d'en reproposer un sujet. Oui, mais je pense que c'est pas un hasard. Tu viens de raconter la même histoire avec les néo-ruraux. Je pense que c'est pas un hasard si des années après, c'est-à-dire tes immersions, les temps longs que tu prends et qui sont vraiment aussi la caractéristique de tes démarches. Il y a beaucoup d'amitiés qui se créent. Oui, des amitiés, mais je pense qu'il y a aussi une reconnaissance de tes compétences. En photographie certainement, mais on sait que parfois la photographie pour certaines personnes n'est toujours pas quelque chose de très sérieux. Mais en tout cas, toi, ta capacité aussi à faire exister aussi tes photographies dans l'espace public, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, c'est qu'à chaque fois, chaque livre est accompagné, tu dois être un des photographes que je publie qui fait le plus d'expos, et y compris parfois des petites expos. Et quand je dis ça, il n'y a rien de péjoratif, mais je veux dire, tu n'hésites pas à aller... et en faisant les plus beaux tirages possibles et en chargeant tout ça dans ta voiture à faire des kilomètres pour te retrouver dans un tout petit lieu, ce qui n'empêche pas d'exposer à l'abbaye de Montmajour après. Enfin voilà, tu alternes des très grands lieux très, très prestigieux avec des petits lieux où c'est tout aussi important pour toi dans quelque chose comme ça de très, très engagé, d'être présent, de discuter avec les gens. Et je pense que ça finit aussi par payer, et quand il y a une commission sur les débats publics, forcément ton nom apparaît parce qu'on sait que tu as fait un travail qui a été vu, il y a quelqu'un qui s'en souvient, et voilà. Arrive Ulysse, qui est peut-être, je sais pas, je ne vais pas décerner à chaque fois des sortes de titres, mais j'ai envie de dire qu'il est peut-être quand même un des travaux, et on parlera peut-être du projet sur lequel tu travailles là depuis quelques années, mais en tout cas c'est important, c'est plusieurs voyages, c'est très ambitieux aussi parce que là tu t'aventures aussi sur un terrain qui est peut-être un petit peu plus conceptuel aussi, avec ces histoires de constellations dont tu vas nous parler. Alors ça serait réducteur de dire simplement c'est une relecture contemporaine d'Ulysse, mais bon, c'est quand même ça, quoi. Au départ, comment Homère est entré dans ta vie? Est-ce que c'est une lecture qui est une lecture d'enfance? Comment est né ce projet qui est quand même ultra ambitieux? En fait, je ne l'ai pas su, lorsque je l'ai mis en place, je ne l'ai pas su. Au premier abord, je me suis... des amis qui ont un voilier dans le port de Marseille m'ont dit, donc on faisait les îles du Frioul,
des ronds dans l'eau dans la rade. Et puis à un moment donné, ils m'ont dit, mais t'as pas un sujet, un projet que tu aimerais faire, qui nous emmènerait, qui nous ferait voyager J'ai dit, mais moi je rêve de faire le voyage d'Ulysse en Méditerranée. On dit, voilà, allez, on est parti, ça y est. Ok, d'accord. Nous voilà partis donc, en 2004 sur les traces d'Ulysse. Alors, ils ont loué un bateau, on n'est pas parti sur Ithaque, mais ils ont loué un bateau à Ithaque, on est parti en voiture. Et donc toutes les îles autour d'Ithaque, on les a explorées et fait ce premier travail photographique. Puis on a navigué un peu ailleurs, en Sicile, dans les éoliennes, au nord, au sud de la Corse et au nord de la Sardaigne, dans d'autres épisodes d'Ulysse. Donc, moi, je suis parti, donc il y a un chercheur helléniste qui s'appelle Victor Bérard, qui est parti avec un photographe, Fred Boissonnas, qui ont exploré la Méditerranée et scientifiquement prouvé les endroits où Ulysse serait passé. Ça, c'est un travail qui date... Qui date de 1913, avec des célèbres photographies de Fred Boissonnas, photographe suisse. Et donc je me suis inspiré, donc il y a un exemplaire au musée d'histoire dans la bibliothèque du musée d'histoire de Marseille. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai regardé, exploré, découvert, et donc je me suis projeté sur ces endroits. Forcément, je savais que j'allais explorer tous les endroits, pas d'une manière linéaire, disons, je n'allais pas les explorer dans un seul voyage, mais dans plusieurs voyages, et c'est ce qui s'est passé. Et donc je continuais à voyager à droite, à gauche, par mes propres moyens, avec mes petits financements. Et puis arrive en 2010 l'annonce que Marseille est capitale européenne de la culture. Et là, je me dis, oui, donc moi j'ai un projet depuis que j'ai commencé il y a déjà de nombreuses années, donc peut-être que ça peut les intéresser. Et donc je l'ai toqué aux portes de la capitale européenne. Et je connaissais quelques personnes, heureusement, et on fait une réunion comme ça, et je leur présente mon projet. Il me dit, il est super ton projet, sauf que si tu le déposes en ton nom propre, il va se noyer dans des millions de candidatures qui vont être déposées, et il va se perdre. Le mieux, c'est de le proposer à une institution, et nous, on pourra suivre cette institution. Et donc, j'apprends que le FRAC, PACA, donc le FRAC de la région PACA, met en place un dispositif sur Marseille et la région, parce que c'était Marseille-Provence, autour d'Ulysse au pluriel, Ulysse de Joyce et Ulysse d'Homère. Et donc je me dis, ben voilà, peut-être que j'ai trouvé l'institution qui va me soutenir. Il s'est passé que la capitale européenne a mis en place un dispositif qui s'appelait les ateliers de l'Euro-Méditerranée, qui mettait en place un artiste soutenu par une institution dans une entreprise, et l'entreprise soutenait aussi tout le dispositif, et tout ça a été soutenu par la capitale européenne, MP 2013. Et voilà qu'on va rencontrer la Société nautique de Marseille. Ça a mis du temps pour se négocier, et finalement la Société nautique de Marseille, donc, qui gère 70% des bateaux de plaisance dans le vieux port de Marseille, me soutiennent. Et donc à partir de là, je suis en résidence sur le vieux port, et je fais mes voyages, et j'ai un financement qui me permet de voyager et de partir en Méditerranée, continuer mes voyages. Donc celui d'Ulysse forcément, et puis j'avais imaginé, parce que le trajet d'Ulysse, il part de Troyes en Turquie, c'est aux portes du détroit des Dardanelles. Il va jusqu'à Ithaque, donc à l'ouest du Péloponnèse, en passant par Gibraltar pour l'épisode de Calypso. Mais voilà, ça limite un peu mes ambitions d'aller dans tous les pays de la Méditerranée, et particulièrement l'Égypte, le Liban, Israël, Palestine, voilà, donc d'aller vraiment dans d'autres situations. Et donc c'est là où j'ai inventé ce dispositif de constellation. En me disant, bon je vais inventer des thématiques contemporaines autour des dieux. Pour toi, il s'agissait aussi d'embrasser les guerres, le paysage, l'histoire. D'avoir les bras les plus ouverts possibles pour comprendre aussi
le monde dans lequel je naviguais depuis tant d'années, dans lequel je me positionnais, je suis inscrit, j'habite au sens de vraiment habiter la Méditerranée. Et donc, j'avais envie de connaître tout ça, et donc forcément, je l'ai déployé de cette manière-là. Et le livre, il rend compte de ces constellations. Hein. Alors, il y a la première, par exemple, qui s'appelle la constellation d'Ulysse, où là, on est vraiment dans une illustration, j'ai envie de dire, très, très personnelle, mais en même temps intéressante. Je te laisse peut-être, on peut faire quelque chose de très, très rapide, mais à quoi ça fait référence, par exemple, cette photo, évidemment le cheval de Troie. Ouais. Je te laisse peut-être commenter, mais il y a ces baskets ailées. Hermès. Il y a cette image. Ça, c'est chez les Picoles, donc c'est sur Tassos, c'est vraiment. Donc, Ulysse quitte Troie, il a tout son périple, et donc il a tous ses épisodes, et donc l'idée c'était à chaque épisode, c'est d'être accompagné du texte et essayer d'être le plus proche possible. Ici on est chez les lotophages, donc les mangeurs de lotus qui font perdre toute la mémoire, et donc donc là c'est à Djerba, en Tunisie, sur l'île de Djerba, et il y a ces fumeurs de chicha, et donc au moment où il fume, tout son visage disparaît, et pour moi, voilà, j'avais... Alors ici on est chez le cyclope, donc le cyclope c'est la pensée unique, voilà, le nombril, pour moi c'était, voilà, donc je rencontre ce garçon avec son revolver tatoué sur le bas à Naples. Cette image-là en grand autour des éoliennes. Voilà, donc chaque fois, on l'a fait par moment dans le livre d'avoir le texte qui accompagne l'image, et on en a une lecture plus précise. On a Circé, enfin, etc. Voilà. On revisite. Donc ça, c'est l'entrée en matière. Et puis ensuite, chaque constellation porte un nom. Et j'ai envie de dire, chaque constellation permet aussi de travailler des formes photographiques. Là, il y a la constellation des portes. Alors, à chaque fois, pour chaque chapitre, il y a ces constellations qui sont dessinées, qui sont en fait des points géographiques. Au départ, on est sur une carte, une carte du monde, enfin, en tout cas, une carte de la Méditerranée. Et puis, en fait, tu as gardé. Voilà. Vas-y, explique comment elles sont nées, ces tracés. C'est que moi j'avais toutes mes thématiques en tête, donc j'avais 13 thématiques autour des dieux, des corps, des conflits, des paysages, des portes. Les portes, c'était simple, de me dire, bon ben voilà, il y a 3 portes pour entrer sur le bassin méditerranéen, Gibraltar, le Bosphore et Suez. Et c'est aussi des passages de continents, d'un continent à un autre, du continent africain au continent asiatique, européen, du continent européen au continent asiatique, du continent asiatique au continent africain, et vice versa. Et chaque fois, de photographier ces passages, ces moments où les gens passent d'un continent à un autre. Par exemple, entre Port Fouad et Port Saïd, voilà, il y a toujours ces petits bateaux qui font la traversée du canal de Suez et qui passent d'un continent à un autre. Donc au moment où ils mettent le pied sur l'autre continent, voilà, il y a toute une série comme ça où a été mise en page de manière comme ça très, très, très sérielle. Voilà, sur le Bosphore, de passer de la rive asiatique à la rive européenne, etc. Et puis il y a la Libye, il y a Sarajevo, il y a Sabra et Shatila, il y a dans toutes ces périodes-là, il y a eu quand même des révolutions aussi, des révolutions arabes, avec cette fameuse, pour moi, une image qui est vraiment très forte. C'est là ? Non. Bon, oui, c'est là aussi. Pardon. Là ? Oui, bah c'est là aussi. Pardon, Je te laisse. excusez-moi. Non, parce que je parlais de révolution, c'est pour ça. Aller en Libye, donc c'était compliqué, il y avait la guerre, Kadhafi n'était pas encore... voilà, donc c'était compliqué. Et par l'intermédiaire de copains tunisiens qui envoient un message sur Facebook, qui tombe sur un médecin à Tataouine, donc je suis allé à Tataouine, hein, pour ceux qui n'ont jamais allé à Tataouine, je suis allé à Tataouine, et qui m'a accueilli. Et il me dit, moi, je ne peux pas t'accompagner en Libye, c'est trop dangereux. Je
dis, mais il y a bien quelqu'un qui va m'accompagner. Il me dit, non, il n'y a personne qui va m'accompagner. Je dis, mais comment je fais alors? Il me dit, bah écoute, essaie d'y aller quand même. Et me voilà parti avec mon petit sac. Je dis, bon, je pars pour la journée. Donc je passe à la frontière tunisienne, ok, je sors du territoire. Et j'arrive donc dans un territoire de guerre, quoi. Donc la Libye, Kalachnikov, des mouvements de troupes partout. Donc je me dis, bon, voilà, ok, journaliste. Je dis, bon, non, pourquoi pas, et allons-y. Et des gens qui quittaient la Libye, qui vraiment arrivaient à la frontière, il y avait une queue énorme de gens, et des voitures qui faisaient des rotations. Et donc je me voilà, je fais du stop, je tends mon pouce, hop, une voiture s'arrête, je dis bah, Ouazine, donc la ville qui était la plus proche de la frontière avec la Tunisie. Et il m'amène, il me dit où est-ce que je te pose? Je dis bah, mosquée. Ok, on va à la mosquée, donc il me pose à la mosquée, je lui dis au moins là peut-être que je serai un peu protégé. Et voilà, des voitures qui passent, qui me regardent, ce blanc mec là, au milieu de tout ça. Là, et vraiment, j'étais effrayé. Donc tu fais pas trop reporter de guerre non plus. Pas du tout, non. Et les portes de la mosquée s'ouvrent, et là, tous les fidèles sortent et ils se mettent autour de moi en me regardant avec des grands yeux comme ça, en me disant qu'est-ce qu'il fait ça? Et mon médecin, il m'avait fait une lettre en arabe, il m'avait écrit un truc, et donc je tendais la lettre en me disant je suis un ami, je suis un ami, je suis un ami, quoi, en fait. Et donc après, il y a deux jeunes qui arrivent en djellaba et qui me disent tu fais quoi? J'ai dit je veux photographier dans mon anglais qui est vraiment il me dit bah, je veux photographier la guerre, enfin ce qui reste de ce qu'il y a eu, comme voilà, il me dit bon viens, et donc on parcourt toute la ville et tout, et on rentre dans une maison et on rentre dans une chambre, la chambre d'un enfant qui a été frappé par une roquette, quoi, en fait, qui a traversé le mur. Et il y avait ce papillon dessiné. On parlait des révolutions arabes comme un effet papillon, comme ça, hein, qui sont partis de Tunisie, puis la Libye, puis la Syrie, etc. Et donc je me suis dit, bah, tiens, voilà une image qui est forte. Et donc ça a été, voilà. Bon, pour la petite histoire, donc on a fini, ils m'ont invité à manger, on a passé la journée. Et me voilà, on me ramène à la frontière. Et j'arrive à la frontière et là où j'étais passé comme ça en me disant ben vas-y, va faire tes photos, là je tombe sur un autre garde avec sa Kalachnikov qui me dit visa. Et je dis mais j'ai pas de visa, c'est un tampon. Et je dis non, j'ai pas de tampon, j'ai rien. Il me dit bah Tripoli. Alors là, je crois que je suis devenu plus bas que tout. Enfin, je me suis écroulé, effondré. Puis il a fait un grand sourire et il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit allez passe, et donc je suis revenu en Tunisie et j'ai continué. Voilà pour la petite histoire. Pour revenir au livre, tu me demandais tout à l'heure comment était venue cette... donc à la fin de tout ce travail, toutes ces photos, le FRAC me demande de faire une conférence de presse et de savoir pourquoi j'étais parti sur le périple d'Ulysse. Et je me suis rappelé à la fin de tout ce périple une photographie, alors qui est un petit ici, c'est la photographie de promotion du film Heroic comme Ulysse, le dernier film de Fernandel, où il amène son cheval Ulysse, donc, qui a bien travaillé, mais qui l'emmène quand même aux abattoirs. Les abattoirs, c'est la corrida à Arles, et donc il y a tout ce cheminement depuis Beaulieu, ou en tout cas le Vaucluse, jusqu'à Arles, et il s'arrête au carrefour de la Nationale 7 de la route Cavaillon-Arles, et il discute avec le gendarme, et en coin il y a un bar, marqué le bar des Arènes, et c'est le bar de mes parents, et j'ai 5 ans au moment du tournage, en fait. Et donc je me dis, mais oui, c'est bien ça, pour la raison pour laquelle je suis. Donc c'est aussi une chanson de Georges Brassens sur Heroic comme Ulysse, sur un poème de Joachim du Bellay. Et je vais chercher dans le tiroir et je retrouve la photo qui est toujours là, toujours en place, comme le souvenir des tendres années de mes parents. Et je la prends et c'est la raison pour laquelle aussi je me dis des années plus tard, finalement, je suis parti sur ces traces d'Ulysse et d'en faire une création photographique.
Alors, je vais accélérer un peu parce que ton œuvre est si importante que voilà, vous pourrez nous mener jusqu'à tard. Mais je voudrais qu'on parle un peu plus de Moscou, notamment parce que Jean est là et qui pourra aussi dire voilà, ce que lui a pensé de ses photographies. Il y a eu Au crépuscule, un très beau travail sur Marseille. Marseille, donc ta ville, toujours le noir et blanc, toujours la couleur. Voilà, une photo peut-être un peu plus, je pourrais dire un peu plus, comment tu qualifierais toutes ces images-là, où tu travailles peut-être un peu plus sur les formes, un peu plus abstraites aussi. C'est un travail qui est un travail sans en être un en fait. C'est-à-dire que Marseille, je la côtoie au quotidien, donc forcément j'ai toujours mon appareil photo en main et donc quand il y a une photographie à faire, ben, je la fais tout de suite. J'ai pas un sujet précis. Alors j'ai eu la thématique des jeunes et j'étais sensible pour avoir fait plusieurs travaux dans des quartiers sensibles. Alors pas des quartiers nord, mais plutôt des quartiers est. Du côté de Saint-Marcel, autour des Néréides, Herbel, Montgrand, etc. Pour des travaux d'envie, enfin, de politique de la vie, etc. Et donc de côtoyer ces jeunes qui se retrouvent dans une situation d'isolement extrême, d'oubli, bon, vous connaissez tout ce que ça entraîne derrière avec cette question aujourd'hui du narcotrafic, etc. Il n'empêche que voilà, c'est des jeunes que je côtoyais dans leur solitude et leur bâtiment et avec qui j'avais une grande tendresse, une grande amitié. Et puis en 2008, au moment où on a fait le livre, il y avait toutes ces phrases balancées comme ça par un célèbre président dont je n'ai pas envie de citer le nom, qui parlait de carchérisation, etc. Enfin bref, tout ça, ça m'a donné envie et d'être accompagné par le bec en l'air, forcément, d'en faire un livre pour parler de cette situation désespérée, de ces jeunes désespérés plutôt, et de leur rendre hommage dans cette ville qui pourrait être une ville ouverte pour tous, et finalement qui se retrouve cloisonnée avec des frontières, alors qu'on ne soupçonne pas a priori. Avec des frontières de cette frontière symbolique de cette sorte-là. En fait. Comme un souffle de poussière, très beau titre. L'Afrique, il y a un autre territoire que tu connais bien, dans lequel tu as beaucoup voyagé, Afrique de l'Ouest, dans lequel malheureusement tu voyages moins pour les raisons que l'on sait, la difficulté d'aller dans certains pays. Ça c'est une grande souffrance de ne plus repartir sac à dos sur ces territoires d'une humanité extrême. On parle aussi des quartiers sensibles de Marseille. C'est des leçons de vie pour moi. Tout ça, en fait, c'est apprendre et comprendre le monde dans lequel je suis et essayer de le traduire avec le filtre de ma sensibilité pour le restituer forcément au plus grand nombre. Et en tout cas, d'essayer d'éveiller à ma petite limite, mais d'éveiller des consciences ou d'éveiller en tout cas des questionnements sur le monde dans lequel on est et on traverse. Alors l'Afrique de l'Ouest, je vous l'ai dit, j'ai eu cette première commande avec le laboratoire de recherche en anthropologie sur les transformations religieuses au Burkina Faso, dans le territoire aussi, donc avec Anne et Catherine, donc les anthropologues que je suivais. Et puis j'ai navigué aussi d'une manière personnelle cette image-là de cette traversée dans un camion de migrants traversant le Niger et remontant l'Algérie jusqu'à Tamanrasset. Et montre-la peut-être parce que je ouais, c'est l'image qui est en bas, on dirait qu'on est. Cette image chic est en bas. Ouais. Donc, effectivement, c'est un travail sur cette partie d'Afrique qui est à la fois traditionnelle dans ses formes diverses et variées, bref,
et en même temps une Afrique sahélienne, donc désertique, avec beaucoup de souffrance aussi, beaucoup d'humanité. Et, et puis il y a cette relation d'un blanc qui arrive aussi en territoire noir. Et donc il y a cette rencontre, moi une rencontre nouvelle, peut-être pour certains c'était aussi une rencontre nouvelle, donc ça fait fuir des enfants aussi qui voyaient arriver quelqu'un qui n'était pas de avec des cheveux la blancs, même couleur de peau et de cheveux, quoi, en fait. Mais en tout cas, une rencontre humaine très, très forte, en ce qui me concerne. Et encore aussi une rencontre amicale avec certaines populations, certaines personnes, que ce soit les Touaregs au nord Niger, ou les Moussi au Burkina Faso, ou les pêcheurs de Saint-Louis de Sénégal. Donc tout ça, ça a été aussi des expériences humaines très importantes pour moi, et donc d'en faire ce livre était important de le restituer. Alors, et puis pour moi, dans ce livre, vraiment l'affirmation aussi de ton écriture photographique, tant dans les cadrages que dans les distances, voilà, il y a à la fois cette grande poésie, cette grande douceur qui te caractérise, et puis en même temps, oui, voilà, cette singularité dans ce que tu choisis d'isoler dans tes cadrages, qui à la fois, voilà, je trouve, embrasse la mémoire des hommes, et en même temps, voilà, tu n'éludes rien des difficultés du territoire, mais cette humanité dont tu parles est présente, je trouve, dans chacune des images. Et en tout cas, je trouve qu'on sent, elle vibre ces photos, quoi. On sent qu'il se passe quelque chose entre toi et cette région du monde. Et puis je voudrais qu'on termine par le livre qu'on a publié le plus récemment, même si c'est justement une série qui date de 1994, comme l'indique le titre, Moscou 1994, qui correspond aussi, et ça moi j'aime beaucoup ça, et dans le catalogue on a plusieurs photographes comme ça dont on aime bien publier des travaux plus anciens, parce que je considère que c'est important aussi d'accompagner l'œuvre en entier, et puis de donner aussi des clés de compréhension. Et ça, c'est à la faveur du confinement, n'est-ce pas, que tu t'es replongé dans tes archives et que tu as retrouvé cette série absolument inouïe faite à Moscou en 1994, et sur laquelle vous avez bien voulu écrire. Jean, je vous en remercie. Jean Radvani qui signe le texte de Postface, qui est aussi un accompagnement pour moi important, parce que c'est un spécialiste de la Russie, et qui a beaucoup navigué sur ces territoires, et qui en donne une lecture aussi très, très importante. Tu veux dire un mot, Jean? Oui, non, mais quand Franck s'est adressé à moi, j'étais un peu surpris. On a eu au moins une amie commune à Marseille, et je lui ai dit il faudrait que je voie les photos, parce que, évidemment, pour écrire dans un livre de photos, il faut quand même voir les photos, et les photos, ça m'a tout de suite remis en mémoire cette période très difficile, puisque c'est juste après l'éclatement de l'URSS, c'est une crise économique très très brutale, une crise morale, psychologique, les gens sont complètement perdus. Il y a ce qui est extraordinaire, et on voit ça dans les photos, c'est-à-dire que il y a ceux qui sont perdus et qui vendent, qui sont obligés pour vivre de vendre quelques petites choses qu'ils ont chez eux en essayant de grappiller quelques roubles, en plus avec l'inflation, le rouble qui tombe, qui chute, etc. Et puis il y a ceux qui profitent aussi, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont anticipé, ou en tout cas qui voulaient tellement ces changements économiques, l'arrivée du capitalisme, du libéralisme, tout ce qui apparaît à la fin de Gorbatchev, en fait, c'est pas juste 91. Et donc les premiers magasins coopératifs, les premiers magasins privés, les firmes privées, et on voit, c'est assez fascinant.
terrible et fascinant. Et il y a beaucoup de photos qui rendent bien compte de ça, donc j'ai fait un petit texte. C'est très bien. C'est très bien, c'est super. Merci. Avec aussi quelques classiques, c'est des le genre d'échecs. d'échecs, mais aussi des photos assez étonnantes qui lorgnent aussi parfois, je trouve, du côté de ça, on pourrait se croire dans l'Amérique, dans la crise des années 30 aux États-Unis. Enfin, il y a des photos extrêmement surprenantes dans ce livre. Et moi, c'est une série qui, comme tu me l'as montré, tu ne me l'avais jamais montré. Je pense que tu as encore des séries que tu ne m'as pas montrées. Mais ce qui est assez étonnant, et c'est pour ça qu'il fallait aussi finir là-dessus, c'est que là, par contre, tu n'y restes pas très longtemps. Alors que là, on est sur 10 ans de travail, Ulysse, etc. Et qu'en même temps, voilà, ça donne, je trouve ce livre absolument incroyable avec des images, et puis toujours pareil, quoi, ce regard qui est le tien, cette manière d'être à la fois parfois très proche des gens et parfois très éloigné, cet humour aussi qui surgit un peu, ce romantisme parfois. Je trouve que voilà, pour moi, il y a tout Franck aussi dans ce Moscou, en attendant Buenos Aires aussi, je sais qu'il y a une très bonne série. Et voilà. Et ben on va peut-être Pour terminer, oui. c'était mon premier voyage. Ah oui, aussi, C'était mon j'avais premier pas dire voyage l'essentiel. que je faisais. Et puis, quand j'ai fini ce voyage, ben, je l'ai laissé complètement de côté. Il a fallu le confinement de 2020 pour me dire, bon, essayons, on a le temps de regarder un peu des séries que j'ai un peu laissées de côté. Et je me suis plongé dans cette série de Moscou 1994. Et c'est après que je te l'ai proposé pour en faire une édition. En tout cas, voilà, c'est pour moi le marqueur du début de ma photographie, et je suis fier et content d'avoir pu le faire ressurgir grâce au bec en l'air. Et ben voilà, j'espère que cette petite balade dans l'œuvre quasi complète de Franck Pourcel voilà, vous aura convaincu que nous avons avec nous un photographe qui compte, qui ne choisit pas toujours des sujets faciles, mais qui en tout cas s'y donne avec voilà, beaucoup de cœur, beaucoup de générosité, beaucoup d'intelligence aussi, et que je suis voilà, très, très heureuse et fière de publier. Voilà.